Bonsoir à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver comme tous les soirs en direct sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le jeudi 5 novembre, vous le savez, tous les soirs de la semaine nous vous donnons toutes les clés de lecture, nous essayons en tout cas de vous donner toutes les clés de lecture pour mieux comprendre ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons en votre compagnie, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Médien TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Nous le faisons également en compagnie d'invités, d'observateurs nationaux et internationaux. Et les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Nadia Barnoussi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Vous êtes également président de la Commission du droit à l'éducation pour tous et à l'accessibilité. Samuel Boffré, bonsoir. Vous êtes député et professeur de l'enseignement supérieur et membre de la commission éducation au Parlement. Merci d'être avec nous. Fatima Wahmi, vous êtes directrice de la communication au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et enfin, Nasreddin El Hafi, ancien directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Casablanca. Merci d'avoir tous répondu à notre invitation ce soir sur un sujet aussi important. 143e sur 164 pays. C'est le classement peu glorieux du Maroc en matière d'éducation, selon le rapport de l'UNESCO de 2014 sur le sujet. Urgence, donc, de réformer en profondeur notre système éducatif. Une mission confiée en juillet 2014 au Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, qui, après plusieurs mois de travaux, a émis une vision stratégique 2015-2030. Quels sont les principaux problèmes de notre système éducatif? Quelles sont les lignes directrices de cette vision? Quelle différence avec les approches précédentes? Aura-t-on les moyens de mettre en œuvre cette approche et pour quels résultats? Éducation nationale, la réforme de la dernière chance, c'est le titre de l'émission de ce soir. De l'éducation de son peuple dépend le destin d'un pays. La citation date du 19e siècle et chez nous, elle n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. Car en termes d'éducation, le Maroc fait partie des mauvais élèves. Dans un classement de l'UNESCO, nous sommes 143e sur 164 pays. Et ce, en dépit des progrès considérables enregistrés ces 10 dernières années. Exemple des chiffres du dernier recensement global de la population, qui donne 32% de la population analphabète. Il y a 10 ans, le taux était de 43%. Évolution palpable aussi du taux de scolarisation des 7 à 12 ans. 94%, c'est 14% de plus qu'en 2004. Mais si on y voit de plus près, il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir. Seulement 12% réussissent à atteindre le collège et une minorité, 8%, a la chance de fouler les bancs de l'université. Depuis plus de 5 décennies, le Maroc enchaîne les réformes, mais en vain. Le système éducatif est au point mort, emmêlé dans une ribambelle de problèmes d'ordre structurel. Du coup, l'élève à la sortie de l'école publique ne maîtrise pas de langue étrangère. Ses connaissances sont très limitées et ne peuvent donc lui servir à rien, que ce soit pour des études supérieures ou s'il persévère dans le monde impitoyable du travail. C'est en se basant sur les dysfonctionnements de l'éducation que le ministère de tutelle a tracé sa stratégie de la réforme, qui s'étale sur 15 ans, une vision qui s'attaque à la problématique sous 4 angles principaux. Premièrement, l'accès à une éducation en bonne et due forme doit être effectif pour tous. Tous les enfants, sans exception, doivent avoir droit à l'éducation avec une attention particulière pour le monde rural et les enfants souffrant d'handicap. L'enseignement préscolaire devient, lui, obligatoire. Deuxième axe de la réforme, la qualité. Et c'est un point sensible, car généraliser l'éducation n'est pas suffisant pour former un citoyen utile. Une responsabilité en partie du ressort du personnel éducatif. Il est ainsi programmé de rénover les métiers de l'enseignement et de la formation. Et pour le contenu, la réforme prévoit une refonte des programmes pédagogiques. Le troisième axe de la réforme s'attaque lui au progrès de l'individu dans la société. En gros, il ne suffit pas d'apprendre des formules mathématiques pour être éveillé. La culture doit aussi figurer dans le cursus scolaire de l'élève marocain. Enfin, quatrième point de cette réforme, faire de cette vision une sorte de contrat national imposable à tous. En d'autres termes, l'intégrer dans la législation. D'ici là, les parents se plient en 4 pour éduquer leurs enfants dans des écoles privées, en attendant que le pôle public sorte des ténèbres. Alors, vaste sujet qu'on va essayer de traiter aujourd'hui en 60 minutes, en attendant que Nadia Barnoussi éteigne son portable. Merci, Madame Barnoussi, pour qu'on puisse commencer à discuter. On va faire le diagnostic
avec ce reportage, on a quand même eu quelques jalons, on va en discuter. Avant qu'on parle de différents éléments qui ont structuré la vision stratégique 2015-2030 et qu'on voit la différence avec toutes les visions qui ont été émises auparavant, juste un point constitutionnel pour qu'on baigne un peu dans le sujet. Le droit à l'éducation, c'est bien un droit sacré qui est consacré par la Constitution, Nadia Bounnoussi. Oui, alors je voulais juste dire par rapport à ça que la Constitution de 2011, elle a été généreuse pour préciser le droit à l'éducation. Contrairement à sa devancière qui était vraiment elliptique, il y avait une disposition sur le droit à l'éducation. La Constitution de 2011, elle a au moins 5 ou 6 dispositions consacrées au droit à l'éducation. D'abord, elle commence tout de suite en disant qu'il y a l'égalité des chances. Ensuite, elle parle d'une société solidaire. Ensuite, elle dit que les pouvoirs publics, l'État, les collectivités territoriales doivent tout mettre en œuvre pour que tous puissent jouir d'un droit à l'éducation accessible, moderne et de qualité. Elle précise aussi qu'il faut qu'il y ait un attachement à une éducation aux constantes et à l'identité nationale. Et elle précise aussi qu'il y a un droit à la formation professionnelle, à l'éducation artistique, l'éducation sportive, etc. Donc la Constitution consacre le droit à l'éducation comme un droit fondamental. Et c'est un droit en plus on peut dire que c'est un droit interdépendant, parce que si un État arrive à garantir le droit à l'éducation, de cela vont découler la maîtrise du droit à la santé, du droit à l'élection, du droit à la participation. Donc le droit à l'éducation, c'est un droit sacré parce c'est un droit générique. C'est de lui que vont dépendre les autres droits. Bonsoir et merci une fois de plus pour l'invitation. Juste pour rectifier un petit détail qui a été dit dans le reportage, en fait, c'est pas le ministère de l'Éducation qui a mis en place, la réforme 2015-2030, c'est plutôt le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Concernant le volet constitutionnel lié à l'éducation, je pense que c'est dit très explicitement. Aussi bien au niveau de l'article 31 et de l'article 168. L'article 31, il dit explicitement que l'État s'engage à garantir un enseignement moderne, équitable, accessible pour l'ensemble des citoyens marocains. Deuxième point, à l'article 168, qui cadre la loi, qui cadre la création du Conseil supérieur de l'éducation et de la formation, parce qu'il a été créé suite à l'article 168, et qui a donné naissance à la loi 115-12 qui cadre l'organisation du Conseil. Je pense que la question de l'éducation constitue d'une manière officielle pour l'ensemble des composants de l'État la première cause nationale après la cause de l'intégrité territoriale. Et de ce fait, je pense que la Constitution, comme l'a dit Mme Bounnoussi, a consacré un intérêt très particulier à cette question pour la simple raison parce que l'école tout simplement joue un rôle incontournable dans la consolidation de l'identité marocaine et préparer les jeunes d'aujourd'hui qui feront le Maroc de demain pour aller vers le Maroc. On ne va pas faire du droit constitutionnel, mais juste pour vous faire réagir par rapport à ça, depuis 2011 qui a précisé finalement ce droit à l'éducation, il existait déjà, mais là on en a eu des modalités beaucoup plus précises. Est-ce que vous pensez que cette déclinaison dans la Constitution va avoir un impact précis, plus efficace par rapport à tous les plans et toutes les approches qu'on a eues auparavant? Tout à fait. Certainement, les nouveautés qui ont été apportées par la Constitution de 2011, elles ont imprégné largement tout d'abord le travail qui a été fait au sein du ministère pour élaborer les mesures prioritaires, mais également la vision stratégique élaborée par le Conseil supérieur. Puisque la Constitution, elle a tout d'abord consacré ce droit à l'éducation en tant que, notamment l'enseignement, elle a consacré l'enseignement fondamental en tant que droit des enfants, mais en tant qu'obligation pour l'État et pour la famille. Deuxièmement, elle a consacré l'équité sous toutes ses formes. Il y a également, comme ça a été souligné par Mme Bounnoussi, donc il y a le droit à la formation professionnelle, à l'éducation physique, artistique, etc. Et ça, c'est des éléments qui ont, je dirais, qui ont inspiré le ministère dans l'élaboration des mesures prioritaires, mais également la vision stratégique. Il y a également la question des langues qui a été également... on va arriver à ça, on va essayer... Qui a été également, je dirais, soulevé dans le cadre de la Constitution de 2011.
Cette fois-ci. Moi, je pense que si la Constitution de 2011 a apporté des précisions et puis des obligations et des devoirs, je pense que le droit à l'éducation, ça a été une affaire qui a toujours préoccupé tout le monde. Déjà, avec l'enseignement fondamental, c'était un enseignement de 9 ans qui était obligatoire à tous les enfants entre 6 et 15 ans. Malheureusement, les taux de scolarité ont démarré à une vitesse très importante au départ, puis par la suite, à cause des déperditions en cours de route, les résultats ne sont pas là, puisque l'analphabétisme est resté quand même une tare dont souffre la société marocaine. En 2001, il y avait une loi qui obligeait les parents à inscrire leurs enfants à l'école la plus proche à partir de l'âge de 4 ans. C'est-à-dire que le préscolaire était en dehors du système éducatif à l'époque, et il fallait inscrire les enfants pour que l'établissement puisse faire sa carte scolaire en prenant en compte les enfants de 4 ans qui vont arriver à l'école à l'âge de 6 ans. Mais là aussi, les déperditions ont été telles que, finalement, il y a à peu près les cohortes qui rentrent à l'école, c'est 400 000, et les déperditions avant la fin du primaire, c'est 400 000. Donc là, Alors, on commence déjà à rentrer pour faire le diagnostic finalement, parce que quand on voit un classement aussi catastrophique, lorsqu'on voit ce classement, je le répète encore une fois, 143e sur 164 pays, est-ce que ça veut dire quoi, 143e sur 164 pays? On est quand même extrêmement mal classé, c'est alarmant aujourd'hui. Sur quelle base est construit ce classement? Écoutez, les classements, je veux dire, les chiffres sont têtus. Hein. Oui. Au niveau des femmes aussi, dans l'indice de développement humain, le Maroc aussi est très mal classé. Donc il doit y avoir, il me semble qu'il doit y avoir plusieurs raisons à cela. Moi, je dirais que ce classement, il est redevable de plusieurs critères. Mais le premier qui me semble important à relever, c'est qu'on a toujours tendance à se dire l'éducation va mal comme politique publique, mais l'éducation aussi va mal dans beaucoup de pays. Ça, il faut relativiser. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, ce que je voulais dire, c'est que... Comme quel autre pays? Il y a plusieurs pays qui vont très mal. Comparables, similaires? Oui, qui enregistrent aussi des résultats qui ne sont pas bons. Mais ça, ce n'est pas un justificatif. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que... On va pas se comparer au pire. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que l'école est publique. L'école est sociale. Pas publique, elle est sociale. Et donc, c'est comme une caisse de résonance de toutes les transformations sociales qui existent. Quand on dit, par exemple, que la société marocaine est violente par moment, eh bien, l'école, elle peut avoir aussi des moments de violence. Quand on dit que la société marocaine est clivée, eh bien, l'école aussi peut être clivée. Donc, le premier constat, c'est de ne pas fragmenter l'école et de penser que c'est un îlot, quelque part. Elle fait partie d'un système social qui a ses grands moments et qui a ses détresses. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand j'ai regardé les ministères depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il y a une moyenne de ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas dépassé 2 ans. Comment vous voulez faire des réformes longues, durables, pertinentes, alors que celui qui va arriver ne va pas forcément avoir envie de continuer le travail qui a été fait par l'autre? On a eu l'exemple très récemment dans la continuité. Voilà. Ça, donc il n'y a pas de continuité dans il la n'y a politique pas de continuité, même quand il y a des réformes comme la charte, qui était quand même un beau projet, la charte, le plan d'urgence. Après, ça n'a pas été suivi pour des problématiques qui me dépassent. La troisième chose que je trouve flagrante au niveau du diagnostic, c'est l'incohérence linguistique. Tantôt on arabise, tantôt on décide de ne pas arabiser, tantôt on décide d'enlever l'enseignement de la philosophie, tantôt on enlève... Alors, on va y arriver parce que j'aimerais vraiment que ça... Et puis le décrochage, hein, je voulais terminer par... Oui. Voilà. Alors ce décrochage-là dont vous parlez, parce que finalement, vous nous dites tout le monde, c'est juste avant l'émission, on dit tout le monde en a conscience, tout le monde a à cœur de faire évoluer l'éducation nationale, mais aujourd'hui, est-ce que c'était une démarche pour avoir des statistiques sur les entrants au niveau du pré-primaire, mais si après, on ne sait pas, il y a une énorme déperdition,
À quoi ça sert aujourd'hui? On avait des statistiques gonflées. Est-ce on se gargarise de chiffres comme aujourd'hui on se dit qu'il y a le taux de scolarisation dans le pré-primaire est assez bon, mais finalement si ça ne suit pas par la suite, ça ne sert à rien. Ça Non, coûte mais très cher. Je pense... Oui. Lorsqu'on parle pour les taux de scolarité, ça commence très très bien à l'âge de 6 ans. Oui. Puis par la suite, est-ce que les constructions, est-ce que le nombre d'enseignants qui sont indispensables pour suivre ce mouvement, est-ce que les formations accompagnent ces mesures, ces constructions, etc. Non. Donc vous avez l'égalité des chances, au départ, elle est biaisée. Ouais. Vous avez quelqu'un qui arrive de chez lui directement à l'école. Et vous avez quelqu'un qui a été au CTAD. Vous avez quelqu'un qui a été au jardin d'enfants. Et vous avez quelqu'un qui a été dans un préscolaire de luxe. Alors vous les mettez dans la même classe. Est-ce que l'enseignant a la possibilité de gérer une classe aussi hétérogène? Donc les meilleurs passent et les autres, ils vont être au fond de la classe. Puis la deuxième année, ils vont essayer de suivre et ils passent parce que le taux de fluidité est tellement important qu'il n'a rien à voir avec le résultat, avec les acquis. Donc, au bout d'un certain temps, il arrive en troisième, quatrième année et il disparaît. Donc là, c'est pratiquement un effort, mais qui n'a pas été suivi de mesures nécessaires pour que... C'est beau. Je pense, il me semble que concernant le diagnostic, tout le monde est d'accord. Le constat, je pense, est clair pour tout le monde. L'école va très mal, qu'on a un malaise. Elle ne répond pas aux objectifs, aux attentes de la société. Nous sommes devant un problème sociétal. Il est en amont et en aval, il n'est pas à l'intérieur de l'école. Par contre, à mon avis, il faut, avant d'aller un peu plus loin en profondeur dans l'analyse, il faut faire la différence entre deux choses fondamentales. Premièrement, la politique de l'éducation et le système de l'éducation. C'est deux choses tout à fait différentes. Quand on parle du système, on parle du cadre légal, institutionnel et puis tout ce qui va avec. Structurel. Par contre, la politique normalement, logiquement, devait mettre en place des objectifs à atteindre à l'horizon 2020-2030. Et c'est la politique qui est traduite à travers le système de l'éducation. On voit bien que quand il n'y a pas de continuité dans la politique, c'est ce problème. Or, ce qu'il faut signaler, c'est que le classement dont vous aviez parlé au début, c'est relatif. Il faut contextualiser. Il y a un point très important qu'il faut mettre en avant, c'est la transition démographique que le Maroc a connue depuis le milieu des années 80. Je vais vous donner quelques exemples. Là, on parle quand même d'une machine très 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 lourde, le système de l'éducation, de la formation. Premièrement, c'est le premier employeur dans toutes les régions du Maroc. Vous apportez dans chaque région, le plus grand nombre de salariés se trouve au niveau des AREF, des académies. Vous avez, depuis 2001 jusqu'en 2013, le budget de l'éducation variait entre 26% et 31% du budget de l'État. 31%, le pic a été atteint en 2011, mais il y avait le programme d'urgence. Et les 25%, c'était en 2008. On parle également, comme je disais, de la transition démographique. En 2008, nous avions 90 000 bacheliers. En 2011, nous avions 200 000 bacheliers, plus de 200 000. Il y avait une massification, une explosion démographique où le système n'était pas prêt à absorber et assurer un enseignement de qualité. Alors, il fallait répondre d'abord au problème quantitatif de massification et qui a impacté négativement la qualité. Alors, je vais vous donner un exemple très très simple. Vous avez presque mensuellement, et je parle même en termes financiers, et ça c'est des chiffres je pense qu'il faut surtout mettre en avant, parce que ça va inciter l'ensemble de la société, quand je disais sociétale, c'est-à-dire toutes les parties prenantes de la société doivent mettre l'école au cœur de la société, aussi bien au niveau de l'école qu'au niveau de l'enseignement supérieur. On y reviendra. Vous avez 3,5 milliards de dirhams payés mensuellement pour les salaires du ministère de l'Éducation et de la Formation. Non mais pour vous dire, ça coûte très très cher. Le budget à la baisse du budget cette année dans le projet de loi de finances. Nous avons 7 millions d'élèves inscrits en primaire.
plus de 700 000 en supérieur. C'est-à-dire, c'est une machine très lourde. 280 000 salariés travaillent dans le système de l'éducation. C'est une machine très lourde. Malheureusement, il ne répond pas aux attentes de la société. L'école produit le contraire de ce qu'il devait produire. Puisqu'on est dans les chiffres, j'ai fait juste un petit ratio très si rapide. vous me permettez, je finis. Non, mais parce que par rapport au montant que vous avez donné, je n'ai pas retranché les frais de fonctionnement et de salaire. Je suis à 550 dirhams par mois par élève. Non, ça coûtait 7 000 dirhams le coût d'éducation par élève en 2001, ça coûtait 7 000 dirhams et ça chutait vers 6 200 dirhams. Par an ou par mois? Annuellement. C'est bien, je suis bien dans le bon chiffre. Non, mais je peux vous parler mensuellement. Mais c'est ce que je disais, ça prouve ce que j'ai dit, il y avait l'évolution démographique, il y avait plus d'élèves inscrits à l'école, ce qui a généré, ce qui a diminué le coût de l'éducation de chaque élève. Alors je disais, l'école aujourd'hui, malheureusement, pas généralement, il y a quand même des exceptions, j'y reviendrai par la suite, il ne faut pas non plus tout mettre tout voir en noir. Malheureusement, l'école aujourd'hui produit le contraire de ce qu'elle devait produire. Nous assistons, il y a de la violence, il y a de l'harcèlement, il y a du trafic de drogue, il y a beaucoup de choses autour de l'école. Ce qui est inconcevable, ce qui n'est pas logique parce que l'école, normalement, est le cadre adéquat pour incarner les valeurs de tolérance, l'identité nationale et s'ouvrir, l'acceptation de l'autre et puis toutes les valeurs qui vont permettre à chaque individu de s'insérer correctement dans la société. Fatima Wahmi. Je reviendrai pour l'enseignement supérieur par la suite. Oui, alors par rapport à cette question de diagnostic, je crois que comme ça a été dit par les collègues, je crois qu'on est tous d'accord que la situation de l'école marocaine, elle est alarmante et qu'il va falloir agir rapidement. Oui. Maintenant, sur le plan de ce diagnostic, il y a tout d'abord les évaluations internationales que vous avez citées, qui classent, dans lesquelles le Maroc est très mal classé. Et ces évaluations internationales, parce que vous avez posé la question tout à l'heure sur comment se font ces évaluations, sur quoi sont évaluées et sur la base de quels critères le Maroc est classé, je dirais, 143e, par exemple, dans le dernier classement que vous avez cité. Normalement, ces évaluations internationales, elles évaluent les élèves sur la base des compétences de base. C'est-à-dire l'écriture, la lecture, l'acquisition de les mathématiques et les sciences. Maintenant, ça c'est les évaluations internationales, mais il y a également les évaluations nationales qui ont aussi, dans les différents rapports, permis de mettre le doigt sur les défaillances et les dysfonctionnements du système éducatif. Alors, où est-ce qu'on n'est pas bon? Qu'est-ce qu'on ne sait pas enseigner à nos enfants? Alors, les dysfonctionnements, le ministère, en 2014, il a mené des larges consultations auprès de plus de 100 000 personnes, dont plus de 60 000 enseignants qui ont participé à ces consultations, en parallèle avec les consultations qui ont été menées par le Conseil supérieur et qui ont permis non seulement d'identifier ces dysfonctionnements, mais d'analyser les causes de ces dysfonctionnements. Et pour la première fois, on a pu vraiment analyser les causes. Alors, ces causes, elles sont très diverses. Je pense qu'on n'aura pas le temps de les citer toutes, mais je pense qu'il y a quand même cet élément principal qui est la non-maîtrise des compétences de base par les élèves, c'est-à-dire que nos programmes scolaires, la lecture, l'écriture, le calcul, par exemple, dans le primaire, on a vu que nos élèves ne maîtrisaient pas ces compétences de base. Il y a le problème... Il y avait une étude d'ailleurs internationale, je la cite, 74%, c'était en 2011, de la Banque mondiale, 74% des élèves de 4e année n'atteignaient même pas le premier des 4 niveaux de référence, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, 4 niveaux de référence en mathématiques, et aucun ne parvenait au niveau supérieur. Et quand on se comparait aux pays de la zone MENA, on était bien loin de ces pays-là. Il y a également le problème de l'insuffisance de la formation des enseignants, qu'il va falloir revoir et réviser. Pour mettre que, les enseignants soient mieux formés pour affronter tous les problèmes qui ont été cités par M. Hafi. Donc il y a également la non-intégration avec la formation professionnelle et l'inexistence de passerelles entre l'éducation nationale et la formation professionnelle, le problème d'orientation scolaire, le problème, bien sûr, des infrastructures. Vous êtes en train de me dire donc, sur tous les pans, il y a des dysfonctionnements. Oui. Mais maintenant,
Maintenant, je pense que le plus important, et je crois que c'est sur, je dirais, cet aspect-là qu'il va falloir qu'on oriente notre débat plus, c'est sur la vision stratégique. Et qu'est-ce qu'elle va apporter comme solution? Parce que j'ai des questions sur les réseaux sociaux. Je vous ai posé la question. Qu'est-ce qui différencie cette vision stratégique de tous les plans qu'il y a eu auparavant? Je vous donne la parole. Je reviendrai sur l'explosion démographique dont avait parlé Sylvie Frère. C'est une explosion que le Maroc a connue depuis l'indépendance. Oui. Donc c'était des taux qui étaient très élevés. On l'a pas eu d'un coup. Hein? Non, mais c'est la massification de l'enseignement qui a eu lieu au début de l'an 2000. Parce que là, il y avait une mobilisation générale, on parlait de la charte, il y avait des réunions régionales, etc., où tout le monde parlait. Et puis, il y avait aussi un effort, parce que nous sommes passés en 99 de 37% des enfants de 6 ans, nous sommes passés à 70, 78, 60, puis par la suite à 95. Seulement, ce problème, la massification, n'a pas généré des mesures qui devaient faire face à ça. Parce que là, il y avait la quantité, pas la qualité. On a bien compris. C'est le côté quantitatif qui a impacté négativement les résultats de... Lorsque Mme Ouami parlait tout à l'heure de formation, mais il n'y a pas eu de formation du tout, parce que lorsque on a quitté l'approche au départ n'importe comment, à la pédagogie par objectif. Mais il y a eu une formation de 15 jours. Alors si vous me dites que... Formation de 15 jours pour les enseignants. Pour les enseignants. 3 fois 5 jours. Alors là, si vous me dites que vous allez enseigner, ou vous allez former des enseignants à la pédagogie par objectif, à des gens qui sont hétérogènes, parce qu'il y a eu des enseignants au primaire qui ont eu le certificat d'études. Il y a ceux qui ont appris le Coran, 60 hizb ou 30 hizb, puis une formation de 6 mois, et ils sont devenus instituteurs. Il y a eu ceux qui ont eu le brevet, plus 2 années de formation. Donc on a un réel problème déjà au niveau... C'est déjà un groupe hétérogène. Alors lorsque vous voulez leur enseigner, puis nous sommes passés à l'approche par compétence, là c'est pire. Ah bon, alors vous nous avez expliqué tout ça parce que vous êtes en train d'évoquer des choses qu'il faudrait juste qu'on comprenne bien. Oui, si vous permettez, juste apporter un petit bémol par rapport... Bon, c'était vrai que c'est un constat alarmant, affligeant et qui devrait nous dresser, comme on dit, comme un seul homme ou comme un seul homme avec un grand H devant cette seconde messira, parce que c'est une marche qu'il faudrait entreprendre. Mais dire quand même qu'il y a eu des éléments qui sont intéressants. On a au Maroc des lycées qui sont des niches d'excellence. D'accord? On a aussi un personnel enseignant qui est, par moment et par endroit, extrêmement compétent. On a eu la généralisation jusqu'au CM2, jusqu'en 6e. On a eu la décentralisation qui est encore hésitante, mais quand même, c'est les AREF. On a eu la loi qui institue l'obligation de la scolarité jusqu'à 15 ans. Donc, il y a eu des avancées qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, où se pose le problème ? Là, comme on l'a dit, on est tous d'accord sur le diagnostic, mais je voudrais peut-être le résumer en 3 points. Il y a un problème d'allocation. Allocation, c'est les classes, les profs, les latrines, les élèves. Surpeuplés, il n'y a pas assez de profs. Et on va se trouver maintenant en octobre prochain avec un problème, une belle vision stratégique, mais pour le court terme, il n'y aura pas assez de profs. Donc il y a un problème de classe, d'école, de maîtres, de latrines, dans la campagne, et l'équipement. Ça, c'est extrêmement important. Parce que le monde rural, ça, c'est autre chose. Et c'est vraiment une partie, je veux dire, cruciale du Maroc, sur laquelle il faut revenir. Ça, c'est la question de l'allocation. L'autre problème, c'est l'accessibilité. Il y a un problème de discrimination. Les petites filles, c'est pas comme les petits garçons. Le rural, c'est pas comme l'urbain. Le périurbain, c'est pas comme la ville. Et puis, il y a les enfants qui ont des besoins spécifiques. Donc ça, c'est l'accessibilité. Après, il y a la question de l'acceptabilité, c'est-à-dire qu'il nous faut des écoles où il y a des normes de sécurité, de salubrité et de gouvernance. Et ça n'existe pas encore. Et les problèmes de qualité sur lesquels on peut revenir. Alors, j'ai juste une question sur Twitter. Comment cette réforme se distingue parmi les multiples réformes qui se sont succédées depuis l'indépendance? C'est la question que je vous ai posée. On essaie d'y répondre après la pause.
vision stratégique 2015-2030, on va voir finalement qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, quand est-ce qu'on appuie sur le bouton, puisque tout le monde est d'accord. Mais avant qu'on arrive à ça, Samuel Lefray, vous vouliez réagir par rapport à ce que nous disait Nadia Banoussi. Non, par rapport à ce qui a été dit auparavant, je pense que, il me semble, pour illustrer les défaillances du système de l'éducation, je pense que tout le monde est d'accord, les exemples sont très très multiples et on peut y passer toute la soirée. Néanmoins, je ne pense pas, comme je disais au début, il faut faire la part des choses. Il y a la politique de l'éducation, il y a le système. Et quand on met l'accent uniquement et on essaye de résoudre le problème de l'intérieur du système de l'éducation, on n'y arrivera jamais. La vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, et ça a été très très bien dit par les téléspectateurs, pourquoi les réformes antérieures ont échoué? Qu'est-ce qui n'allait pas? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de budget? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de contenu? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de stratégie? Pourquoi? Est-ce qu'on n'avait pas fait le bon diagnostic? Exactement, si nous n'avions pas fait le bon diagnostic. Là, je disais depuis 2000, il y a des choses qui ont été faites pour répondre aux problèmes de massification, contrairement à ce qui a été dit par M. Hafi, d'où le plan d'urgence. Sa Majesté avait dit lors de l'ouverture de la séance parlementaire de 2007 qu'il fallait mettre un plan d'urgence pour accélérer la mise en place de la charte et répondre aux problèmes de massification. 50 milliards de dirhams ont été débloqués pour répondre à cela, et c'est un programme qui est allé de 2008, de 2012. Il y avait quand même des efforts qui ont été faits pour répondre à cela. Je ne pense pas non plus que l'insuffisance, il faut tout mettre sur le dos des professeurs. Là, je pense, non, mais je m'explique. Je vais donner un exemple. Vous avez, et je parle sous contrôle de Madame Amil, la représentante du ministère de l'Éducation, c'est que nous avons 15 000, aujourd'hui, 15 000 écoles satellites. C'est-à-dire, c'est 13 000, voilà, exactement. Merci pour la précision. 13 000, c'est-à-dire, c'est des classes préfabriquées où vraiment il n'y a pas toutes les conditions nécessaires pour qu'un enseignant puisse exercer son travail dans les bonnes conditions. Comment vous voulez qu'un étudiant, qu'un élève qui suive ses cours dans des conditions pareilles et soit sur le même pied d'égalité qu'un autre élève qui suit ses études ici à 2 mètres d'ici? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'équité, il y a un problème des ressources humaines. Quand je dis ressources humaines, aussi bien en termes des conditions de travail, mais est-ce que cela suffirait pour aller vers l'avant et avoir une bonne qualité de l'enseignement? Deuxième point, et là c'est un chiffre qui est très alarmant, qu'il faut aussi le dire aujourd'hui. Entre 2000 et 2012, il y avait 3 000 abandons de scolarité. 3 000 élèves ont quitté. 3 millions, pardon. 3 millions ont quitté. 3 millions ont quitté. En moyenne de 250 000 annuellement. Il ne faut pas uniquement parler de l'école. Quand on parle de la vision stratégique 2015-2030, elle concerne également l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. Les intrants de l'enseignement supérieur, c'est quand même les élèves qui sortent de l'éducation. L'enseignement supérieur, vous avez plus de 50% d'étudiants qui intègrent l'université, quittent l'université avant d'arriver en licence. 50%. Et c'est pour ça que je veux dire que ces indicateurs sont très significatifs, aussi bien en termes d'insertion des étudiants dans le monde professionnel. C'est là où on peut réellement juger l'efficacité dans notre système de l'éducation. Or, je finis. Je finis. Et c'est pour ça que j'avais dit au début qu'il s'agit d'un problème sociétal, qu'il faut aller vraiment en profondeur et sortir de la coquille concernant le budget, les conditions de travail, et prendre de l'altitude pour voir un peu les choses peut-être correctement. C'est-à-dire, s'il vous plaît, il semble, et je pense que la vision stratégique l'avait souligné, le problème dépasse, il me semble, c'est un problème de société qui dépasse le système de l'éducation, qu'il faut aller décortiquer. Alors, on a bien compris, mais en même temps, il faut des moyens pour mettre en place aussi une vision lorsqu'on prend de l'altitude. Alors, cette vision stratégique, est-ce qu'on peut en avoir les principaux axes? Parce qu'on a parlé d'équité, la qualité pour tous, la promotion individuelle et sociale. Quels sont les principaux éléments pour aujourd'hui et qui vont pour répondre à ce téléspectateur qui nous dit pourquoi ça n'a pas réussi avant, qu'est-ce qui va faire que celle-ci, ça va réussir? Je voudrais lui répondre que, d'abord, c'est une bonne question. Et lui dire que lorsque nous avons travaillé, nous sommes 98 personnes au sein du Conseil. Lorsque nous avons commencé à travailler, nous n'avons pas pris la charte et le plan d'urgence comme paradigme passé.
nous les avons pris comme cadre référentiel, mais nous nous sommes dit maintenant, avec la Constitution de 2011, qui consacre d'autres principes, il faudrait peut-être s'ouvrir. Donc on a gardé comme principe la charte et le plan d'urgence, mais on les a un peu transcendés, on les a dépassés. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a la régionalisation entre-temps, qui est arrivée à la régionalisation avancée. Et deuxièmement, parce que la Constitution, elle a institué le pluralisme linguistique. C'est aussi autre chose. Donc, ce qui fait que la charte, le plan d'urgence sont une chose, qui nous ont accompagnés, mais ils ont été dépassés par d'autres sollicitations et par d'autres demandes qui ont été expressément expliquées dans la Constitution. Alors, les grands leviers de la vision stratégique, c'est comment arriver à rendre un enseignement et une éducation accessibles. Donc c'est tout le problème de la non-discrimination, qu'il faudrait même avoir recours à la discrimination positive pour compenser les inégalités. 2, s'il y a eu autant de décrochage, de redoublement et de déperdition, c'est à cause aussi de la qualité. Donc comment arriver à avoir une qualité conforme aux standards internationaux, avec le statut des maîtres qu'il faut revaloriser. Le maître est au centre, hein, parce qu'il y a le maître et puis il y a l'apprenant. Donc, il y a quelque chose de très terre à terre, vous l'avez dit, les latrines, les qualités d'infrastructure voilà, pour les petites filles. Voilà, il y a beaucoup de parents qui enlèvent aussi les petites filles des écoles parce que, oui, voilà. C'est pour ça que je vous disais sociétal. Non, mais sociétal, oui. Donc, accessibilité, et toutes les questions de non-discrimination et de discrimination positive, le problème de la qualité, et le problème aussi qui est important parce que pourquoi on décroche, non seulement au Maroc, mais je sais qu'au Québec, on décroche aussi beaucoup, parce que tout simplement, ceux qui sont en classe ne font pas le rapport entre ce qu'ils sont en train d'apprendre et la formation professionnelle et l'emploi. Donc quand ils voient qu'il n'y a pas d'adéquation entre ce qu'ils étudient et l'emploi, ça ne leur donne pas envie de continuer. Alors, donc le décrochage n'est pas non plus marocain, hein, il est aussi... Si vous permettez, avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir par rapport à ce qui a été dit sur les dysfonctionnements et sur les causes de ces dysfonctionnements. Il est clair qu'il n'a jamais été question de rejeter la responsabilité sur le dos des enseignants. Les enseignants, alors justement, les enseignants, je pense que, comme ça a été dit par Mme Balonsi, il y a de tout dans le système. C'est-à-dire qu'il y a d'excellents enseignants, il y a des écoles qui sont modèles, il y a etc. Mais il y a également des dysfonctionnements. Et je crois que c'est aussi une occasion pour rendre hommage à tous les enseignants qui, malgré les conditions qui peuvent être difficiles, notamment dans le monde rural, font un travail extraordinaire avec leurs élèves. Maintenant, pour revenir à la vision, à ce qu'elle a apporté, ou je dirais en quoi il se différencie des anciennes réformes, c'est que tout d'abord, il y a eu un travail de coordination. Vous parlez de la vision du Conseil ou... Je parle de la vision du Conseil. La vision du Conseil, je vais faire le lien avec les mesures prioritaires du ministère. Alors, je pense qu'il y a cette question de démarche participative, justement, qui a été adoptée par le Conseil, mais également qui a été adoptée par le ministère dans l'élaboration des mesures prioritaires. Il y a ce travail de coordination. Les gens qui nous regardent, je pense qu'ils ont juste envie de savoir qu'est-ce qui va être fait. Hein. Bon, on peut comprendre que ça émane aussi bien dans la démarche participative du Conseil, du ministère. Hein, le citoyen, il a envie de savoir où est-ce qu'on va. Alors, il y a, comme j'ai dit, cette coordination, ce travail de coordination qui a été fait entre le Conseil et les départements ministériels concernés. Il y a également cette nouveauté qui concerne l'élaboration d'une loi cadre qui va garantir la pérennisation de la réforme et la continuité, je dirais, qui a constitué l'un, comme vous avez dit, il y a justement cet élément important sur lequel il faut insister, c'est la mobilisation sociétale. Et que la réforme de l'école, ce n'est pas une question uniquement du ministère ou bien de l'État en général, mais c'est une question sociétale. Qu'il va falloir mobiliser encore la société civile, les opérateurs économiques, les acteurs du système eux-mêmes, les familles, les médias, même pour le financement. Et donc ça, c'est un élément qui est important. Il y a un autre élément qui me paraît extrêmement important également, c'est le suivi et l'évaluation. Et la mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation. Justement, l'évaluation, vous parlez de qualité. Comment on évalue la qualité, tout simplement? Si vous permettez, j'aimerais, avant de répondre à votre question, faire le lien avec les mesures prioritaires du ministre. Parce que
La nouveauté dans cette vision stratégique, c'est que le ministère a entamé depuis 2014 un travail sur des mesures prioritaires qu'il a commencé à mettre en œuvre l'année précédente et qu'il a renforcé cette année et qui constituent des préalables à la mise en œuvre de la vision stratégique 2015-2030. Et ces mesures prioritaires vont permettre justement d'asseoir, je dirais, des prérequis qui seront utiles. Alors, ces mesures prioritaires, je vais parler par exemple pour le primaire. On a parlé tout à l'heure d'un dysfonctionnement qui concerne la non-maîtrise des compétences de base dans le primaire. Oui. Donc, il y a une mesure qui concerne l'amélioration du curriculum des 4 premières années du primaire. Parce que c'est dans ces 4 premières années qu'il y a des difficultés chez les élèves pour maîtriser l'écriture, la lecture, le calcul et l'éveil. Il y a un problème. Donc, il y a une mesure qu'on a entamée cette année avec un nouveau curriculum qui a été révisé et qui est appliqué maintenant dans un ensemble d'établissements pilotes. Alors, il y a le renforcement des langues étrangères. Il y a l'intégration de la formation professionnelle avec l'éducation en créant tout d'abord le parcours collégial professionnel, le baccalauréat professionnel, en instaurant la découverte des métiers dès l'enseignement primaire, donc dès la 5e année, 6e année primaire. Il y a également l'encadrement de proximité des enseignants, en instaurant un système de coaching des enseignants. Et il y a une mesure qui concerne la refondation de la formation initiale des enseignants. Du personnel. Alors, il y a le statut également. Le statut, il y a un travail qu'on fait avec les partenaires sociaux sur un nouveau statut du personnel de l'éducation nationale. Et il y a également l'orientation, la révision du système d'orientation scolaire et professionnelle. Donc, toutes ces mesures-là, bon, ils sont 23, toutes ces mesures-là, elles vont permettre je dirais, de préparer la mise en œuvre de la vision stratégique, tout en soulignant qu'il y a une grande convergence entre ces mesures prioritaires et la vision stratégique. Moi, lorsque j'ai vu la vision qui s'étale entre 2015 et 2030, c'est bien parce que là, la leçon de la charte est encore présente dans tous les esprits. On a commencé l'application de la charte, puis par la suite, on n'a pas eu les moyens de travailler toutes les composantes du système parce que l'éducation nationale, c'est un système. Il faut que toutes les composantes soient touchées en même temps. Là, on a pris le côté quantitatif et ça a impacté négativement tout le reste. La qualité, moi je vous donne un exemple, tout simplement. À Casablanca, donc à 100 km de Rabat, en 2008, on avait besoin de 350 enseignants au secondaire qualifiants. 350, ça veut dire tout simplement, au lieu de travailler la qualité, on gérait la crise. La crise, c'est la pénurie. On avait supprimé la philosophie du tronc commun. C'est une aberration parce que la philosophie, quand elle commence au tronc commun, c'est là où il y a l'initiation à l'apprentissage des principes philosophiques, etc. On a diminué les horaires des matières scientifiques. Et là, c'est une catastrophe parce que vous avez des classes pléthoriques. Les élèves, ils ont un enseignement complètement théorique. Il n'y a pas la possibilité de dédoubler les classes pour l'expérimentation. Et là, c'est un problème. Et c'est juste à quelques kilomètres de Rabat. Cette année, c'est à peu près la généralisation des sureffectifs dans les classes, du secondaire qualifiant. Donc les masses qui étaient inscrites au niveau du primaire sont arrivées au lycée. Et là, est-ce qu'il y a le nombre d'enseignants suffisant pour faire face à tous ces besoins? Alors, justement, et je dirais encore une chose, la vision. La vision parle d'une chose essentielle, parce que notre système éducatif doit, en plus de son travail éducatif, il y a le travail qui doit être fait pour pallier aux insuffisances des familles. Une famille n'a pas la possibilité des fois d'accompagner l'enfant. Donc il faut que les cours de soutien soient assurés à l'école. Il faut que les activités soient assurées par l'école. Il faut que l'élève dispose de moyens. Lorsque vous étudiez une langue, ce n'est pas le sujet, le verbe et la phrase, d'une façon générale, qui vont donner la possibilité de la maîtrise de la langue. Il faut qu'il y ait une bibliothèque de classe
où l'élève puisse trouver un roman, une petite histoire, etc. pour... Donc, tout ce qui est l'environnement, finalement, scolaire. Je voulais répondre tout à l'heure, je ne sais pas si Alors, vous aurez le temps. Oui, mais La société ne lit pas, ils lisent de Oui, Ça, mais- c'est une autre question, ça, c'est un autre débat. C'est un Ça, autre c'est un autre débat. débat. Quelle que soit la réforme entreprise, ça c'est un tweet, l'enseignant est le vecteur du changement. Quelle est sa place dans cette réforme? Vous avez parlé de la formation. Moi, ça m'en vient à vous poser une question. Comment on forme les enseignants sont issus de l'éducation nationale en grande partie et répètent finalement un schéma. Quand on va appuyer sur le bouton, c'est des cycles, l'éducation. On parle de 2015-2030. Quand est-ce qu'on voit l'impact sur une génération? Quand on parlait d'évaluation, quand est-ce qu'on va juger de l'efficacité d'une mesure faite au niveau de la réforme, que ce soit de la formation des enseignants, ensuite sur les élèves? Moi, j'aimerais bien rebondir sur un point pour Oui, répondre à mes questions, oui. non, mais je répondrai, vous inquiétez pas. Parce qu'à chaque fois, on essaie d'avancer vers le... Oui, mais vers- comme on a que on revient 60 toujours, minutes, oui, on revient je- toujours je- vers le juste à début. Il faudrait 120 minutes pour comprendre. Non, mais juste pour éclairer les choses et mettre les points sur les i concernant la différence entre ce qui est fait par le gouvernement et par le Conseil. Le Conseil est une institution constitutionnelle consultative qui est chargée de mettre en place la vision stratégique, les grandes orientations stratégiques concernant l'éducation, la formation et la recherche scientifique. Par contre, le gouvernement, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation, est chargé de mettre en œuvre, c'est l'opérationnalisation. Le Conseil, c'est un rôle stratégique, par contre, le gouvernement, c'est un rôle opérationnel. C'est pour que les choses ne se mélangent pas On est d'accord. pour les gens. Et logiquement, cette vision de 15 ans, c'est ce qu'il disait Mme Balancé au début, parce que la réforme dépasse, elle n'est pas parallèle au temps politique. C'est pour ça qu'il faut sortir de la coquille politique et pour que les gouvernements qui viennent par la suite continuent sur le même chemin. Concernant les enseignants, vous parlez... Et là, je rejoins parfaitement ce qui a été dit à travers le dernier tweet. En 2020, 120 000 professeurs partiront à la retraite dans le système de l'éducation. C'est-à-dire, nous allons assister une fois de plus à un problème de massification et l'État est incapable, au jour d'aujourd'hui, peut-être demain, oui, mais aujourd'hui, d'assumer le recrutement d'une telle quantité d'enseignants. On est en 2015 aujourd'hui, il faut appuyer sur le bouton aujourd'hui pour avoir les enseignants qui remplaceront ceux de 2020. C'est juste Il y a le parce court que terme, le parce moyen que le et le long RH, terme. les ressources humaines, les 230 000 professeurs qui travaillent dans le système de l'éducation et les 12 000 professeurs dans l'enseignement supérieur. Je disais que, par exemple, pour l'enseignement supérieur, aujourd'hui, nous avons un temps d'encadrement en moyenne au Maroc. Un prof pour 54 étudiants. Dans certaines universités, on atteint un prof pour 83 étudiants. Alors, De revenons quelle au qualité prénom, oui. nous sommes en train de parler, sachant qu'il faut 12 000 professeurs de l'enseignement supérieur recrutés annuellement pour garder le même taux d'encadrement, sachant que la norme internationale, Alors, c'est quoi le un ratio prof pour 20. Au Japon, c'est un Idéal. prof pour 14. Oui, non, mais bon. Non, mais c'est pour vous dire. Oui. En termes de budget, en termes de cours pour les étudiants, vous avez dans les établissements accès régulé, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une sélection et un concours, l'étudiant coûte à l'État à peu près 30 000 dirhams annuellement. Et pour les établissements accès ouvert, 10 000 dirhams. En moyenne, la norme internationale, c'est environ 10 000 $. C'est-à-dire nous sommes à 90% en dessous de la moyenne internationale. C'est-à-dire, et ça France, on est répond, à 7 000 €. ça répond. Deuxième point, la personne c'est-à-dire les ressources humaines sont le pilier, le mur porteur de toute réforme. Et c'est là, et je vais lier ça avec ce que je disais au début, quand je parlais du problème sociétal, c'est-à-dire le plus important, c'est pas de proposer une réforme, c'est pas le diagnostic, c'est pas la proposition de réforme, c'est la mise en œuvre et l'opérationnalisation sur le terrain. Et pour le faire, il faut que la société s'approprie la réforme. Il faut que tout le monde adhère pour la mise en place de cette réforme. Si le corps professoral n'y adhère pas, si le corps professoral n'y croit pas, comment vous voulez mettre ça en place? Vous avez 39 milliards de dirhams annuellement du budget de l'État qui partent pour le fonctionnement du système de l'éducation. C'est-à-dire le fonctionnement, j'ai dit le fonctionnement. C'est-à-dire fonctionnement salaire et puis, je ne sais pas, l'investissement. C'est-à-dire le plus grand effort doit aller vers l'enseignement. Il faut que l'enseignant soit satisfait, content de ses conditions de travail et pas uniquement au sein du système de l'éducation. C'est dans toute la société, et je pèse très 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 bien mes mots, pour
que cette réforme puisse être traduite sur le terrain. Pour que l'école, il faudrait que l'école soit aimée par les élèves et qu'il faudrait que les professeurs, quand ils vont à l'école, aiment leur métier. Donc il faut que l'école devienne attractive. Il y a un problème vraiment d'attractivité. J'ai dit bien ça. Donc pour ça, il faudrait d'abord les centres régionaux qui vont exister dans les 12 régions. Il faudrait qu'il y ait une formation continue, une formation initiale pour ces profs. Il faudrait revaloriser le statut des enseignants, leurs conditions de vie et aussi leur environnement. Parce qu'on ne travaille pas avec, je sais pas, avec des moyens dérisoires, pour ne pas dire autre chose. Donc il y a tout un environnement et une gouvernance. On a oublié de parler de ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Coordination, concertation, les relations entre les délégations, les AREF et tout ça. Il faut que l'école puisse vivre dans un bassin de vie éducatif. Il n'y a pas seulement, j'allais dire, tabasher. Et puis les méthodes pédagogiques. Alors, il faudrait aussi... Avant qu'on arrive aux méthodes. Non, parce qu'il y avait une autre question. Il y avait une question sur la qualité. Je ne sais pas si oui, allez-y, la qualité. Sur la qualité tout à l'heure. Vous avez posé la question comment on fait pour classer, quelles sont les normes et tout ça. Non, mais comment on évalue voilà. la qualité d'un enseignement. Il y a des normes qui sont internationalement reconnues. Combien on publie dans cette université? Est-ce que le module horaire est de 200 heures, par exemple, je ne sais pas, par an? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'il y a des professeurs qui ont été primés? Est-ce que l'évaluation se fait des élèves, mais aussi on fait l'évaluation pour les profs? Il y a un ensemble de normes, c'est des cahiers de charges qu'on doit... Et puis tout à l'heure, vous avez dit aussi, qu'est-ce qui fait le changement entre la charte et la vision? Bien, maintenant, on s'inscrit dans les ODD, les objectifs de développement durable. Alors ça sont les engagements internationaux. Voilà, c'est de 2015 à 2030, donc on est aussi sur cette lancée. Alors, la méthode, vous avez parlé de méthode. Absolument. Là, on parle aujourd'hui, on a parlé des infrastructures, on parle de... les enseignants, on a bien compris que c'était un pilier finalement, parce que c'est d'eux d'où viendront tout, même si la société doit jouer son rôle, mais la méthode. Est-ce qu'aujourd'hui, on est bon sur la méthode, tout simplement, d'enseignement? Puisqu'on parle de problèmes d'acquisition des élèves sur des notions basiques. Est-ce qu'on a revu les méthodes? Est-ce qu'on a revu les programmes? Est-ce qu'il y a une remise en question de fond en comble des méthodes d'apprentissage, que ce soit de la langue, ou que ce soit même des langues étrangères, Il est prévu une commission permanente de la révision des programmes. Et de toute façon, ça se passait déjà dans l'ancienne charte. Il faut qu'il y ait une commission permanente, régulière, pour réviser les programmes et les curricula. Je pense qu'il faut que, pour revenir au problème de programme et de méthode, il faudrait pouvoir réfléchir à une école publique renouvelée. C'est-à-dire à une école publique où la transmission du savoir ne se fait pas de manière horizontale d'un maître à des élèves et qui sont en train d'écouter de manière unilatérale. Il faudrait absolument changer les méthodes pédagogiques et que le professeur finalement se transforme en animateur. Ça va être dur, ça, non? Non, c'est une culture. C'est Beaufret qui parle non, c'est une révolution culture. sociétale. On le fait. À comprendre ce qu'il veut dire. Non, on le fait. Vous savez, à l'École nationale d'administration où je suis depuis une trentaine d'années, on le fait. On fait les cas pratiques, on travaille sur le terrain. Vous parlez de l'enseignement supérieur. Moi, oui, je parle mais même... du maître dans une classe, la relation qu'il peut y avoir entre un maître et ses élèves. Pour la modifier, je veux dire, ça c'est aussi, on sort de l'éducation pour aller dans le social. Je vais dire une chose, c'est que la société a connu une financiarisation depuis les années 90. C'est-à-dire, si vous prenez le professeur des années 90, aux yeux de la société, c'est plus comme aujourd'hui. Oui. Il y a quelque chose qui ne va plus. Pourquoi? Et c'est là où il faut répondre, et c'est la question à laquelle il faut répondre au jour d'aujourd'hui. Deuxième point. Quand on ne le respecte plus, les parents ne le respectent plus. Non, c'est-à-dire le professeur était au cœur parce que tout le monde était engagé pour le système de l'éducation et de la formation. La société était mobilisée. Tout le monde, le public, le privé, tout le monde était autour du professeur, autour de l'école. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et là, on peut même peut-être organiser une autre émission pour aller un peu plus loin. Vous avez 2 minutes, donc vous avez... Deuxième point. Quand vous avez une ambition sociétale, c'est-à-dire l'État, la société, l'État, avec toutes ses institutions, a une ambition, au jour d'aujourd'hui, par exemple, de faire partie des pays émergents, ça, c'est quelque chose qui repose essentiellement sur le système de l'éducation. C'est-à-dire, si vous voulez faire venir des gens
des investissements étrangers pour s'installer ici au Maroc, il faut avoir des lauréats, des ressources humaines, des étudiants capables de s'exprimer avec toutes les langues étrangères. Aujourd'hui, à Cité Finance de Casa, il y a des entreprises chinoises qui veulent s'installer et qui exigent que l'étudiant maîtrise la langue chinoise. On ne parle plus du français et de l'anglais. Quand vous avez en face de vous des étudiants en master qui ont du mal à s'exprimer en français, là vous avez un sérieux problème. Alors, c'est-à-dire les attentes, les ambitions sont sur un niveau, et la réalité, peut-être, elle n'est pas très parallèle aux ambitions. Qu'en est-il vraiment, veut conclure, parce que c'est vrai que ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'une... Le doute et l'analyse, c'est important. Le sens du débat. Et le sens du débat. On n'a pas assez de temps, là. Justement, la langue. Vous avez parlé du français. On est dans une émission où on parle en français. L'arabe. Non, mais l'arabe aussi, parce qu'il y a des investissements. On est d'accord, Voilà, tout à fait. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on va recentrer également sur le français? Est-ce qu'on va reconsidérer la langue française comme une langue étrangère au Maroc, alors qu'on sait que c'est la langue du business, c'est la langue d'accès au travail, bien qu'on ait besoin d'autres langues étrangères? Est-ce qu'il y a cette réflexion sur la langue française? Il y a eu 3 objectifs importants. C'est de considérer la langue arabe comme la langue officielle et la langue d'enseignement. Et là, on a suivi la Constitution. Et la langue amazigh. La langue amazigh comme langue de communication et la langue française comme langue étrangère et comme langue d'éveil. Ça, c'est dès le préscolaire. Et c'est ça que je trouve comme grand acquis de la vision stratégique, c'est qu'on a comme objectif de généraliser le préscolaire, et dans le préscolaire déjà avoir, pour le petit garçon ou la petite fille qui rentre à l'école, pouvoir, parce qu'on ne parle pas encore et on n'écrit pas dans ces classes-là, mais c'est l'éveil, la motricité, etc. Mais on va faire ça avec l'arabe, l'amazigh, le français et même la langue d'accueil, parce que si vous recevez quelqu'un dans une province où on parle hissani, on va le recevoir en langue hissani. Ou bien, et là, d'où la problématique de comment former. Ça fait beaucoup, ça. Comment former ces profs et ces enseignants qui vont recevoir. Mais ça fait beaucoup, mais la démocratie et le pluralisme a un coût. La Constitution, elle a officialisé la langue arabe. Ouais, il faut évaluer le coût de elle a officialisé la langue arabe et la langue amazigh, mais elle a parlé aussi des parlers locaux et puis des langues étrangères. On s'ouvre vers la société du savoir. Et pour ça, il faut un coût. Former les profs. Si vous permettez, je crois que l'un des apports importants de cette vision, c'est que ça a permis d'avoir une architecture pour la première fois des langues. Depuis le préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Maintenant, je dirais, ça suppose on va dire des préalables en termes de formation des enseignants, en termes de révision des programmes scolaires, des manuels scolaires, en termes également de révision des méthodes et des démarches pédagogiques. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le problème peut ne pas se poser uniquement au niveau on va dire, des contenus qu'on enseigne, mais également la manière avec laquelle on enseigne ces contenus-là. Et là, j'aimerais souligner que la vision stratégique, elle a consacré l'approche par compétences. Et donc, ça reste l'approche, je dirais, pédagogique principale dans le système éducatif marocain, mais avec une marge de manœuvre, une autonomie plus grande pour l'enseignant en termes d'innovation pédagogique, en termes, je dirais, de développement de l'esprit critique, de la créativité chez les élèves, etc. Et ça, c'est un élément qui a été aussi pris en compte dans les mesures prioritaires du ministère, dans la mesure où on a, dans le nouveau curriculum dont j'ai parlé tout à l'heure des 4 premières années, on a laissé une marge de manœuvre pour les enseignants pour pouvoir innover, pour pouvoir intégrer les technologies de l'information et de la communication, qui constituent également, je dirais, un élément important dans la modernisation du système d'enseignement marocain. Donner, je dirais, renforcer la lecture, pas uniquement dans les langues étrangères, mais également la langue arabe, parce que les diagnostics ont permis de voir que même nos élèves ne maîtrisent pas la langue arabe. Bien, alors, je vous promets que vous reviendrez. On a fini, vous savez, ça passe vite. Oh non, non, on est en direct, je dois rendre l'antenne. Merci. Non, on n'a pas le temps, je dois rendre l'antenne. Vous reviendrez, on a bien compris. Merci, en tout cas, d'avoir
d'avoir été avec nous. On a bien compris. Merci à vous. Excellente soirée sur Média TV. Je peux finir. Excellente soirée sur Média TV. La rediffusion ce soir, c'est à 23h10. Demain, spécial 40e anniversaire de Messela Al-Khadara. Excellente soirée sur Média TV. À demain.